Les élections avec 77%. Tous les pays où c'est des alliances qui ont porté le président au pouvoir, il y a eu une répartition des rôles et des responsabilités. Vous prenez le Niger, le président a été porté par une coalition. L'Assemblée nationale présidée par un allié. Plus de la moitié du gouvernement, c'est les alliés. Vous prenez la Côte d'Ivoire, les mêmes relations avec le PDCI et le RD. Vous prenez au Sénégal, l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, c'est dirigé par des alliés. Vous prenez en France, le président qui est venu, Macron, la primature est dirigée par un allié qui était le directeur de campagne de JP. Le ministère de l'économie et des finances, tous les ministères régaliens, tous sans exception, sont dans les mains des alliés. Mais c'est ce qui a manqué au Mali. Le président a fait complètement fi du rapport des forces politiques dans le pays, de la base sociale du régime. Dès son installation, il a rétréci la base sociale du régime à son entourage. À partir de ce moment, il n'y a pas eu d'engagement du peuple derrière lui. Et la communauté internationale, disons les rebelles et leur soutien officiel ou non, sachant que c'est un président qui n'a pas le soutien massif de son pays, qui est affaibli, on commence à chercher à le discréditer. On sort l'affaire Tommy. L'affaire Tommy, c'est un chantage d'État. On a vu d'ailleurs, ça fait pchit à la fin. Ensuite, on sort d'une situation de crise. Le président vient à la tête d'un État failli. Le premier outil pour remettre l'État en marche, c'est l'armée. En 5 ans, en 4 ans, on a eu plus de 5 ministres de la Défense. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vision. Comment il faut prendre l'armée en main? Un ministre, chaque 6 mois, chaque 9 mois, on change de ministre de la Défense. Vous ne pouvez pas avoir de la cohérence dans l'organisation de cette armée. Ensuite, l'un des fléaux de notre société, c'est la corruption. Le président s'est engagé à la combattre. Le président s'installe. C'est des scandales à répétition autour de lui, pendant tout le mandat. Et donc le plus grave, ça concerne l'armée. Les premiers et les plus graves, ça concerne l'armée. Donc le président lui-même a créé une situation où il n'a pas pu créer l'union sacrée autour de sa personne. Il n'a pas pu unir les Maliens. Toute sa gouvernance a consisté à diviser les Maliens en clans, en partisans, en admirateurs et autres. Avec ça, on ne peut pas reconstruire un État failli. Et donc moi, si je suis élu, les choses sont très claires. Je me considère comme un président en transition, décidé à reconstruire le Mali avec tous ses fils. Tout le monde va être associé à la gestion de l'État. Vous savez, les gens ont beaucoup critiqué la gestion consensuelle de ATT, mais ça c'est après sa chute. Les gens ont dit que c'est à cause de la gestion consensuelle que l'État s'est effondré. C'est archi faux. La gestion consensuelle a permis à ATT de faire 10 ans de paix sociale. Et c'est pour cela qu'en matière économique et sociale, je crois qu'il a fait beaucoup de réalisations. Rarement un président a fait autant de routes, autant d'hôpitaux, autant de centres de santé, au point que jusqu'à présent, on continue d'inaugurer des actions qui ont été initiées par lui. Donc ce n'est pas le consensus. La réalité, c'est la gestion des forces armées de sécurité. Or ça, aucun ministre ne le gère, ça relève de la responsabilité exclusive du chef de l'État. La gestion de l'armée ne se discute dans aucun gouvernement. Vous entendez les gens dire, vous étiez ensemble dans le gouvernement, dans aucun gouvernement de la République du Mali, en tout cas les 2 gouvernements auxquels j'ai participé, et je crois dans le monde entier, dans aucun gouvernement on ne discute autour de la table du Conseil de la gestion de l'armée. La gestion de l'armée, c'est une affaire confidentielle qui relève du président de la République. Il peut déléguer à un ministre, à des militaires, à des conseillers, la résolution d'un certain nombre de questions, mais ça relève de sa compétence et de sa responsabilité exclusive. C'est parce que l'armée qui a été trouvée détruite n'a pas été reconstituée. Et donc, on a laissé l'anarchie s'installer au nord, plus tous les réseaux mafieux qui se sont installés, ça n'a rien à voir avec le consensus. C'est la vision même du président concernant la rébellion qui était erronée. C'est pour cela que l'État s'est effondré. Et donc moi je suis convaincu que trouver l'union sacrée pour redresser le pays doit être la première tâche de quelle que soit la personne qui va être élue à la tête. Celui qui ne le fera pas, il aurait pris une mauvaise route. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde sait que De Gaulle et les communistes ne se sont jamais aimés. Mais il a réuni toute la France
Tous ceux qui se sont opposés au nazisme se sont retrouvés avec lui pour redresser la France. C'est ce qu'Ibeka devait faire, il ne l'a pas fait. Ensuite, quand l'accord d'Alger était en chantier, les forces politiques et sociales n'ont pas été associées à la négociation de l'accord. On remplissait l'avion de personnes qui sont choisies sur des critères que personne ne connaît, qui ont fait près de 8 mois à Alger dans les hôtels. Société civile, partis politiques, mais on ne sait pas les critères, ce ne sont pas les personnes les plus compétentes. Je ne dénie pas au président la capacité, la qualité, le droit de choisir un certain nombre de personnes parmi les négociateurs, mais l'accord c'est pour tous les Maliens, y compris ceux qui n'étaient pas au pouvoir. L'opposition n'a pas été associée aux négociations. Même les partis qui sont dans la majorité, à chaque étape, on produit des documents qui sont distribués aux partis. Nous, notre parti a réagi à chaque document. À chaque fois qu'un document d'étape a été produit, le MPR l'a analysé, a produit un écrit qui a été envoyé au gouvernement. Comme nous sommes dans la majorité, nous n'avons pas décidé utile de faire des conférences pour monter nos différences. Ça, c'est notre choix, c'est une culture dans notre parti. Quand nous sommes dans une équipe gouvernementale, on ne sort pas dehors pour dire nos mécontentements. Ça, mais le reste de la classe politique, elle n'a pas été associée. Les principaux dirigeants de l'opposition, vous pouvez voir les déclarations, ils n'ont pas été associés, ou bien on vient, on distribue un document, on leur donne 24 heures pour venir donner leur avis. Et rien n'a été fait pour créer l'union sacrée autour de l'accord. Ensuite, les questions fondamentales qui sont posées. On s'est limité au grand slogan. Unicité de l'État, laïcité, pas de fédéralisme, pas d'autonomie. C'est très bien. Mais ça, c'est le grand principe. Maintenant, comment on réalise tout ça? Donc, il n'y a pas eu l'association de l'ensemble des forces politiques et sociales à l'adoption de l'accord. Vous savez que il y a des choses qu'on ne dit pas aux Maliens, mais la dernière version de l'accord, il y a des derniers points que le gouvernement voulait inclure, qui n'ont pas été inclus à la dernière minute, les gens le savent. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets qui n'étaient pas maîtrisés. Les rebelles imposaient le tempo, ils imposaient le rythme. On a failli, n'eût été la vigilance de certains acteurs de la communauté internationale, avoir le fédéralisme inscrit dans l'accord. C'est la vigilance de la CEDEAO qui a été marginalisée après, qui a fait que le fédéralisme n'a pas été inscrit dans l'accord. Et puis vous regardez, quand l'État malien s'est effondré, la communauté internationale, d'une façon générale, a condamné le coup d'État du bout des lèvres en mars 2012. Ceux qui ont combattu cette situation et qui ont permis au Mali de redresser, c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a saisi l'Union africaine, qui a porté les différentes demandes du Mali au niveau de l'ONU. Vous vous souviendrez que la première décision d'intervention militaire au Mali, c'est la demande de la CEDEAO. La création de la première structure qui devait intervenir au Mali, c'est la demande de la CEDEAO, c'est la MISMA. Mais cette MISMA, elle a été sabotée. On ne lui a pas donné les moyens. Après, on a retiré la gestion de la crise du Mali pour le transférer à la France et à l'ONU. Au lieu de la MISMA, on a bloqué la MISMA pour créer la MINUSMA. La force d'attente, finalement, a été paralysée et puis on a reversé dans la MINUSMA, plus la force Serval. Aujourd'hui, le représentant de la CEDEAO et de l'Union africaine, qui ont été pourtant les premiers soutiens les plus sûrs de l'État malien, mais ils sont là à inaugurer les chrysanthèmes. Quand il y a des conférences, on les invite dans les cérémonies. Mais à part ça, ils ne pèsent plus. Et le gouvernement malien a joué ce jeu-là pour marginaliser la CEDEAO et l'Union africaine dans la gestion du Mali. Finalement, c'est des puissances étrangères, hors africaines, qui dictent, qui décident de ce qu'il faut faire au Mali. Et on a eu quoi à la fin? Vous avez la demande de l'État malien d'intervention militaire. C'était quoi? Soutien aérien, soutien en renseignement. Et c'est l'armée malienne qui devait libérer notre territoire. On a écarté la CEDEAO, on a bloqué la mission, on a amené la MINUSMA, on a amené Serval. Dans l'imaginaire collectif des Maliens, ces deux forces devaient aider l'État malien à libérer totalement son territoire. Au lieu de cela, elles se sont transformées en forces d'interposition.
Quand il y a l'interposition, des gens sont armés. Ils sont contre un État. Vous vous souviendrez à Menaka, lorsque les forces d'autodéfense allaient avoir le dessus sur les séparatistes, l'administration a intervenu comme force d'interposition. Lorsque les forces d'autodéfense allaient avoir le dessus sur les séparatistes et alliés, c'est Serval qui est intervenu. Et donc, les rebelles sont restés armés. Or, dans l'accord de Ouagadougou, qui a précédé les élections, il y avait 3 conditions. Premièrement, organiser les élections. Deuxièmement, dès que le président est installé, 60 jours après, engager des négociations inclusives. Le président ne l'a pas fait. Il est rentré dans la diversion. Et troisièmement, désarmer les rebelles. C'est dans l'accord de Ouagadougou. C'est ce que le président devait exiger avec les Maliens, tous les Maliens mobilisés derrière lui. Il ne l'a pas fait. Il est parlant, il est parti et nous parler du fait que lui il ne se mettra pas au niveau des rebelles. Et tout le monde sait que notre président ne se met pas au niveau des rebelles, mais la réalité, il a parlé et ce qu'on fait. La vérité, c'est que les rebelles ont imposé leur tempo. Voilà pourquoi j'estime que le pouvoir malien a une grande part de responsabilité dans ce que nous vivons aujourd'hui. Même s'il n'est pas le seul, il y a la communauté internationale qui n'a pas joué le jeu. Les rebelles n'ont jamais accepté l'accord, ils l'ont signé du bout des doigts. Ils n'en voulaient pas et ils ont continué leur diversion. Donc je veux vraiment que ça soit très clair parce que c'est l'occasion que j'ai pour expliquer notre approche des choses. Nous ne sommes pas dans les injures contre le président. Nous faisons une analyse objective qui résiste à la critique et c'est les faits. Tout ce que je dis, ce n'est pas de la calomnie. Et donc, si moi je suis élu, je crée les conditions d'une sainte alliance de l'ensemble du peuple malien pour faire face à la crise. Parce qu'aucun parti seul, aucun candidat seul, aucun homme seul ne peut faire face à cette situation extrêmement difficile où nous avons affaire à des séparatistes avec des alliés cachés. Nous avons affaire face à des intérêts stratégiques qui ne disent pas leur nom. Nous avons affaire à des circonstances d'ordre historique qui nous sont imposées auxquelles on doit faire face unis. Et je termine par vous dire que ce qui doit être fait en 2013, je pense doit être fait par le nouveau président, quel que soit celui qui doit être élu. Nama Keïta a demandé mon opinion sur les accords signés parce que j'ai dit qu'aucun de ces accords n'a apporté la paix. Je suis d'accord, ces accords n'ont pas apporté la paix. Mais vous savez, critiquer quelque chose et dire qu'il faut l'enlever totalement, c'est différent. L'accord issu du processus d'Alger, je pense que celui qui vient aujourd'hui vous dire qu'il faut le mettre à côté, le déchirer, le jeter, il fait le démagogue. J'ai indiqué que moi je ne suis pas de cette race d'hommes qui font le démagogue. Cet accord, on ne peut pas le déchirer. Mais il faut en faire une lecture objective, en faire une lecture applicable. L'accord a été imposé à un État failli. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un État perd les guerres, on lui impose souvent des choses qu'il ne veut pas. Quand le Mali partait à l'accord d'Alger, le Mali était un État qui avait tout perdu. Avant l'arrivée du président Keïta, l'administration était retournée à Kidal et il a organisé les élections. Au moment où on partait faire l'accord d'Alger, l'administration n'était plus à Kidal, l'armée n'était plus à Kidal, le Mali avait tout perdu. Ce qui fait qu'on est allé à l'accord en signant un État très affaibli. Malgré tout, ce qui a été signé pouvait servir de base pour redresser la situation. Si les conditions dont je venais de parler tout de suite avaient été réunies autour du président. Deuxièmement, ces conditions n'étant pas réunies, ça c'est la première. La deuxième chose, c'est que ce qui devait être fait, c'est de donner l'exemple. Il fallait revenir à l'accord, dire, écoutez, l'accord de Ouaga a prévu de désarmer les rebelles, il faut qu'on commence par ça. Deuxièmement, être soi-même exemplaire. Alors ce qui s'est passé, c'est que dès les premiers mois passés, le gouvernement a été englué dans des scandales qui l'ont complètement terni son image. Il s'est débattu
pouvoir renouer avec les institutions financières internationales. Il se débattait pour soigner son image. Les rebelles ont profité de cette période-là pour avancer leurs pions, pour consolider leur position. Au point qu'aujourd'hui, à Kidal, l'État ne peut pas aller sans l'autorisation des rebelles, vous le savez très bien. Pour aller à Kidal aujourd'hui, le gouvernement a oublié de commander une autorisation qui est donnée à des conditions que les rebelles prescrivent. Ce qui fait que l'État malien n'est pas à Kidal. Par contre, la communauté internationale peut aller à Kidal. Le président du Mali n'est pas allé à Thessalie. Mais la ministre française de la Défense, le 31 décembre, elle l'a fait avec les militaires français, elle a passé par Bamako. Donc, ça c'est des choses sur lesquelles il faut quand même qu'on parle avec nos partenaires. Deuxièmement, il faut que les Maliens se disent que l'accord c'est une étape. C'est-à-dire l'accord ne peut pas venir résoudre tous les problèmes. C'est par étapes qu'on résout les problèmes un à un. L'accord tel qu'il est ne peut pas s'appliquer comme le Coran, on le prend, on l'applique tout de suite. Il faut mettre les priorités, les appliquer une à une et faire revenir la confiance. C'est ce que moi je pense et c'est valable pour tous les accords. Et ne pas faire une lecture biaisée comme ce qu'on a fait. On a fait une lecture biaisée de l'accord pour installer ce qu'on appelle les autorités intérimaires, qui sont aussi un moyen de chantage des mouvements séparatistes contre l'État. Ah, il n'y aura pas les élections tant que les autorités intérimaires ne sont pas installées. Il n'y aura pas d'élections tant que ceci. On nous a dit tous ici que les autorités intérimaires, c'est l'accord qui a prévu. Vous pouvez dire à qui veut l'entendre, c'est faux et archi faux. L'accord n'a jamais prévu les autorités intérimaires. L'accord a prévu une période intérimaire. Mais ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est les mouvements rebelles et leur soutien extérieur et dans l'appareil d'État qui l'ont imposé au peuple malien. Au nom de quoi, après les élections communales de 2016, qui se sont tenues sur toute l'étendue du territoire à part Kidal, au nom de quoi le conseil régional de Gao, de Tombouctou, va être remplacé par des personnes qui sont désignées dans un bureau à Bamako, alors que le conseil régional de Kaï, de Sikasso, de Ségou, de Mopti fonctionne. Au nom de quoi? Au nom de quoi des élus qui sont dans des cercles, on les remplace par des personnes qui sont désignées dans des bureaux. Simplement parce que l'entente permet à des forces politico-militaires, mais qui sont fondamentalement minoritaires dans la société, qui ne peuvent pas accéder au pouvoir par des élections. L'entente sur les autorités intérimaires permet, à travers des papiers signés dans des bureaux ici, de transférer le pouvoir à ceux-ci, qui dicteront après le tempo de l'organisation des élections, parce que c'est eux qui vont déterminer toute la procédure, c'est eux qui vont gérer le budget, c'est eux qui vont participer à tout, et ils ont autorisation à se présenter. C'est pourquoi je dis, vous allez voir dans le document qui va être utilisé, je considère que l'entente pour les autorités intérimaires est un document qui a approfondi le processus de partition de fait du pays. Voilà ce que je voulais dire sur ça. L'accord, il faut l'appliquer en donnant l'exemple, en apprenant un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Il faut sortir de l'ambiguïté. La nuit, on est avec les mouvements séparatistes. Le jour, on est dans l'accord. Il faut que cela s'arrête. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Dans cette même salle, le 17 septembre 2017, le commandant en chef de l'opération Barkhane a tenu une conférence ici. Moi, j'ai les extraits où il a dit clairement qu'il y a une partie des mouvements signataires de l'accord qui ont un pied dans l'accord, un pied avec les mouvements terroristes. Mais il faut que le Mali demande que ça s'arrête. C'est lui qui a un pied avec les mouvements. Ce pied-là, il faut lui dire de l'enlever. S'il ne l'enlève pas, mais il faut le couper. Parce que quelqu'un qui a un pied avec les mouvements terroristes, il a un pied dans l'accord, il est dans les hôtels, il est payé grassement, il voyage, il voit le président quand il veut. Mais lui, il a intérêt à ce que l'accord ne soit jamais appliqué dans sa totalité. La crise ne va jamais finir. Parce que ça reproduit une nomenclature qui vit du malheur des populations, Touareg, Arabes, Sonré, les populations du Nord au nom desquelles ils parlent, alors que personne ne les a mandatés. J'ai l'habitude de dire que les grandes victimes de la rébellion, beaucoup oublient, c'est d'abord les Touaregs et les Arabes. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont déplacés, c'est eux qui sont victimes souvent de représailles. Et les populations Sonré, Bambara,
peuples qui sont obligés d'aller en exil à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Mais ceux qui organisent tout ça, ils sont où? Ils ne souffrent pas. Eux, leurs familles, ils sont dans les hôtels à Bamako. Ils ont de l'argent pour construire des villas. Mais avec ça, la rébellion ne va jamais finir. Donc il faut tenir le discours de la vérité et exiger que les gens fassent un jeu clair. Il faut associer à tout le processus de négociation. Au lieu de ramasser des personnes, comme j'appelle des illustres inconnus, qu'on amène dans les hôtels, on dit qu'ils représentent le Mali. Ils ne représentent personne. Il y a des légitimités traditionnelles et sociales dans notre pays. Pourquoi on ne prendrait pas Mohamed Agamani pour le mettre dans la délégation qui va négocier? Pourquoi on ne prendrait pas un Badian Agamatoun pour le mettre dans la délégation qui va négocier? Pourquoi on ne prend pas Ousmane Issoufou Maïga pour le mettre dans la délégation qui va négocier? Pourquoi on ne prendrait pas... Je peux continuer, mais on va prendre des gens quelconques qui sont à Bamako, ils sont dans des associations, on les met dans l'avion, on les amène pour négocier. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut associer les notabilités traditionnelles, les gens qui sont véritablement représentatifs auprès des populations dans le processus de négociation du début et à la fin et dans l'application de l'accord. Quel jeune mercenaire venu de Libye peut venir me dire qu'il peut parler au nom des Touaregs plus Badian Agamatoun Mohamed Agamani, qui peut venir parler au nom des populations Soreilles, de ceux qu'ils appellent l'Azawad, plus que Ousmane Issoufou Maïga? Mais non, il faut mettre fin à ça aussi. Il faut que ce soit les personnes mandatées. Ensuite, ceux qui sont porteurs de représentativité dans notre pays, la classe politique, les dirigeants politiques de l'opposition de la majorité, la société civile, les gens qui comptent réellement. Il faut qu'on les associe, parce que les pouvoirs politiques passent, mais ils restent. Ça n'a pas été fait. Donc, je veux vraiment que vous compreniez exactement quelle est notre approche, parce que c'est des sujets très sensibles. Si on ne les explique pas clairement, les gens peuvent aller faire des amalgames. Il y en a qui pensent que nous on dit qu'il ne faut pas appliquer l'accord. L'accord, il faut l'appliquer, mais il faut l'appliquer correctement. Il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on soit exemplaire nous-mêmes. Il faut qu'on arrête d'apporter une prime à la rébellion. Quand des gens violent l'accord, on sait ce qu'ils sont en train de faire, le double jeu dans lequel ils sont. Il n'est pas acceptable qu'on continue la politique des valises d'argent. Depuis les années 90, on donne ça. On donne 200 millions. Les gens promettent quelque chose. Quand les 200 millions finissent, ils viennent demander, on donne encore. Les différents voyages des différents premiers ministres à Kidal, tous ont été précédés par des valises d'argent. Mais ça a donné quoi? Jusqu'à présent, rien n'est résolu. Il faut arrêter cette politique-là aussi. On ne peut pas par la corruption avoir la paix. La paix ne s'achète pas. La paix se conquiert par un travail acharné, un travail méthodique, un travail organisé, un travail cohérent sur la durée. Et si c'est nécessaire, ça s'impose. Mais ne s'achète pas. Par la corruption, on ne ramènera jamais la paix dans notre pays. Voilà les grandes lignes de ma vision en ce qui concerne les problèmes du Nord. Et enfin, il est important que, au niveau, quand tout cela est fait parallèlement, il faut redéployer l'administration. On dit qu'il faut que les réfugiés viennent. Mais tant que l'administration ne vient pas, les réfugiés ne viendront pas. Les réfugiés ont fui par sécurité. On va dire qu'il faut faire venir les réfugiés. Tant que l'administration n'est pas là, les services sociaux de bas ne sont pas, l'administration ne va pas venir. Voilà les choses que je pense qu'il faut faire. Concernant la question de Alpha Yaya Diallo, il estime que la narration sur les questions n'est plus d'actualité. Il demande si je suis élu, si on ne proposerait pas des solutions immédiatement. Je crois que le développement que je viens de faire indique clairement que je pense qu'il y a des solutions. Et ces solutions se lisent à travers les réponses que je viens de donner. Mais, il y a un mais. Ce que j'ai dit n'est pas exhaustif. Je considère que la crise du Nord, elle perdure entre autres raisons parce qu'elle n'a jamais été bien diagnostiquée. Une maladie que vous n'avez pas bien diagnostiquée
vous ne pouvez pas vous mettre à prescrire des médicaments et une ordonnance alors que vous ne savez pas de quoi souffre le malade. Or, quels sont les arguments qu'on a avancés pour justifier la rébellion? Ils sont développés ici et là. C'est pour cela que moi je me suis donné avec le professeur Singaré un temps assez long pour analyser les causes lointaines, les causes profondes, les causes immédiates, les causes réelles, les causes qui n'en sont pas, qui sont utilisées par les propagandistes de la rébellion pour la justifier. On a donc diagnostiqué cette maladie-là dans le livre qui a été présenté à l'opinion il y a quelques semaines, que vous avez vu, qui est disponible dans toutes les librairies. Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Nous sommes le seul candidat au Mali à avoir fait ce diagnostic. La plupart se limitent à ce qu'on écrit dans la presse, à la théorie des rebelles, qui ont été d'ailleurs prises en charge par un certain nombre de nos présidents par le passé, qui nous a conduit à ça. Lorsque les rebelles, en 90, commencent par des actions terroristes, le 29 juillet, 28 juin 98, quand la rébellion a commencé, les mêmes acteurs qui sont à la tête des mouvements là aujourd'hui, c'était les mêmes. Quand ils sont arrivés à Tindermen, le chef d'arrondissement a été égorgé, son épouse égorgée, les prisonniers égorgés, les gardes égorgés. Le lendemain, le 29 juin, les gendarmes qui dormaient ont tous été assassinés dans leur sommeil. Ça, aujourd'hui, on dirait que c'est des actions terroristes. Pourtant, en 92, on a eu un président de la République qui a fait un discours fameux le 28 avril 1994 à Koulouba, où il dit clairement, c'est pas clairement, c'est in extenso, c'est dans le livre, la citation, il dit que les rébellions des populations du Nord sont d'essence démocratique. Et que ce sont des mouvements de rébellion pour l'honneur et la dignité et la démocratie. Que c'est pourquoi eux, ils les avaient soutenus quand ils étaient dans l'opposition. Quand vous dites ça alors que vous êtes président de la République, vous ne pouvez plus combattre la rébellion. Ça, c'est l'erreur de lecture des codes de la rébellion. Parce que d'abord, la rébellion n'a jamais été le fait des populations du Nord. Il n'y avait pas de Soleil dans la rébellion, il n'y avait pas de Tamashek, il n'y avait pas de Benna, il n'y a pas de Bambara, il n'y a pas de Bozo, il n'y a pas de Pen. Les Touaregs même dont on parle, ceux qui ont initié la rébellion, ils étaient en Libye pendant 20-30 ans, c'est des mercenaires pour la plupart du temps. Les petites populations qui vivaient, les Touaregs ne sont pas dans la rébellion. On nous fait croire que c'est la rébellion des Touaregs. Et des c'est archi faux.